Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Dans notre vie, nous allons tous traverser des épreuves, notamment durant l'enfance, parce que justement, à cette période de notre existence, nous sommes plus vulnérables et puis nous sommes souvent incapables de mettre des mots sur ce qui nous arrive. Voilà pourquoi un abus sexuel dans l'enfance fait partie des grandes épreuves de la vie et nous pourrons en parler en compagnie de Bruno Clavier qui est avec nous aujourd'hui. Et surtout, on va essayer de voir comment on peut s'en sortir, parce que oui, on peut dépasser n'importe quel traumatisme, même si bien sûr il en reste toujours quelque chose, mais ce quelque chose peut ne plus être un handicap pour vivre sa vie. Je vous propose durant ces 2 heures de comprendre comment on peut s'adapter à tous les accidents et traumatismes de la vie, pas seulement les abus. Si vous avez envie de parler d'un grave accident ou de quelque chose qui vous a réellement bouleversé, vous pouvez également témoigner et nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Bruno Clavier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicien. Vous avez écrit beaucoup sur justement les abus sexuels, notamment l'inceste ne fait pas de bruit. C'était aux éditions Payot. J'ai eu envie d'élargir un tout petit peu le sujet aujourd'hui, même si je pense qu'on en va évidemment malheureusement encore une fois avoir des appels spontanés parce que c'est un vrai sujet de société. On sait que les abus sexuels sont très nombreux dans l'enfance, mais est-ce que ça peut être comparable à un autre traumatisme, ou est-ce que l'abus sexuel c'est vraiment le traumatisme le plus grave? Je dirais que dans notre pays en paix, ça fait partie des traumatismes les plus graves. Maintenant, on serait dans des pays en guerre comme en ce moment il y a. Oui. C'est dire que c'est comparable au grand traumatisme de guerre, dans le sens où pour l'enfant c'est une sorte d'angoisse de mort qui arrive, qui est semblable. Il va être détruit, donc c'est pour ça que ça fait les mêmes effets que quand vous êtes sous les bombes ou quand il y a des agressions, quoi. Ou quand vous voyez par exemple vos parents qui meurent devant vous, voilà, et vous êtes enfant par exemple, ça c'est pareil, c'est une effraction terrible dans son psychisme. C'est l'équivalent, peut-être que, enfin voilà, donc c'est comme nous, on est en paix depuis un certain temps, depuis 45. C'est bien de temps en temps de le rappeler. Oui, on est quand même en paix, donc ça veut dire que on a affaire beaucoup à ces traumatismes sexuels où la violence ultime, c'est au moment où l'être est menacé de disparaître, d'être anéanti, tout ça, quoi. Et alors, ce que je disais dans l'intro, c'est vrai que ce qui nous arrive durant l'enfance, c'est complexe parce qu'on n'a pas les mots pour le comprendre. Très souvent, on se tait. L'enfant ne sait pas parler justement de ce qu'il va traverser de si dur. L'enfant parle indirectement toujours. Soit il ne dit rien, donc c'est comme ça qu'on repère des traumatismes. C'est quand l'enfant se met à plus parler, à plus rien. Ou alors il va dire, mais de façon indirecte. C'est-à-dire, il n'a pas les codes des adultes pour expliquer exactement ce qui lui est arrivé. Donc on a du mal à les comprendre. Et puis le pire pour un enfant, c'est quand face à un traumatisme, ses parents sont plus là pour ça. Ou le pire, c'est quand c'est l'un de ses parents qui lui fait quelque chose. Bon, à ce moment-là, qui va le défendre ? Oui, et on peut comprendre aussi que pour l'enfant, ça fait une sorte de lien de loyauté, parce que dénoncer le parent qui doit notamment le protéger, mais qui ne l'a pas protégé, c'est difficile. C'est difficile, et c'est ça qui va faire cette espèce de solitude de l'enfant face au trauma. C'est ça qui va faire des troubles ultérieurs pour l'adulte qui va devenir. Oui. C'est ça qui fait son trauma. Beaucoup, il y a le trauma plus le fait d'avoir été seul face à ça. Oui. On sait aussi que lorsque on a une enfance relativement sécurisante, c'est plus facile de se sortir de ce genre de traumatisme. Vous êtes d'accord avec ça ou tout pas ? Tout à fait. C'est-à-dire que dans les traumatismes ultérieurs, par exemple, justement, on appelle ça l'après-coup en psychanalyse. Si vous avez eu un traumatisme enfant, vous allez être plus fragile sur les traumatismes ultérieurs que celui qui n'a pas eu de traumatisme enfant. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est important aussi à signaler. Je dirais même que lorsqu'on a eu la chance d'avoir une enfance à peu près suffisamment bonne, pour prendre une expression qu'on connaît bien, même s'il nous arrive des graves épreuves dans la vie, on s'en sort généralement un peu mieux, non ? On a les moyens parce qu'on a un bon socle
un bon socle familial, une confiance, et surtout qu'on n'a pas été attaqué une fois dans cette confiance. Mais s'il y a eu un traumatisme comme ça, où il n'y a pas eu les éléments pour pouvoir bien le traverser, à ce moment-là, ça va nous rester toute la vie, on va être fragile, et il ne faudrait pas que ça arrive une deuxième ou une troisième fois, par exemple. Et quand ça arrive, on va avoir des réactions très violentes, à cause du fait qu'il y a déjà eu quelque chose dans l'enfance, quel que soit le niveau, que ce soit un traumatisme sexuel ou un autre traumatisme. Et alors il y a une chose dont on peut parler peut-être aussi justement dans cette émission. On sait aussi qu'il y a ce qui nous arrive dans l'enfance. Il y a des choses qu'on oublie totalement. Et oui, c'est l'amnésie. Même si évidemment c'est encore là dans notre inconscient. Et ce qui explique peut-être aussi parfois pourquoi quelque chose qui semble pas si grave que ça puisse complètement nous désemparer. Exactement. Cette question de l'amnésie traumatique, qu'elle concerne d'ailleurs tous les traumas, les traumas sexuels et les autres. Il y a une amnésie naturelle de l'enfant jusqu'à 4 ans, 3-4 ans, tout le monde est à peu près amnésique. Et puis, passé cet âge-là, ou dans cet âge-là, dès qu'il y a un traumatisme, on peut rentrer donc dans ce qu'on appelle l'amnésie. Et l'amnésie, le problème de l'amnésie, c'est qu'il n'y a plus rien, quoi. L'amnésie, c'est comme couper le compteur. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de danger, mais il n'y a plus de mémoire. Enfin, il y a de la mémoire, justement, mais il n'y a plus de souvenirs. Vous voyez, c'est une différence entre les souvenirs et la mémoire. Oui. Il y a surtout le corps qui n'oublie pas. Voilà, et on puis entend tout. ça souvent. Le corps n'oublie pas tout, le psychisme n'oublie pas. Donc, je répète, cette phrase est importante. On a des mémoires partout, des mémoires du corps, des mémoires psychiques, toutes sortes de mémoires physiques même, mais on n'a plus de souvenirs. Et donc ça pose un gros problème. Et au moment où il y a un traumatisme adulte, on va rien comprendre, peut-être à cause de ça. Donc c'est la question de l'amnésie, une question extrêmement importante pour l'équilibre psychisme. Et Bruno Clavier, comme on parle évidemment beaucoup de sexualité dans cette émission, on sait aussi que certains abus, certains attouchements, sans forcément que ça ait été des vrais abus, mais des attouchements, on va dire, de parents un peu trop hygiéniques, si vous voyez ce que je veux dire, peuvent avoir évidemment beaucoup de répercussions sur la sexualité des adultes. Bien sûr, parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris avec les enfants, ils ont un sens aigu en fait. On croit pas, mais ils ont un sens aigu de ce qu'il faut faire ou pas. Et surtout, dès qu'un adulte franchit la loi, donc on commence à... C'est pour ça que un enfant peut développer une angoisse de mort alors qu'on lui a fait un attouchement avec douceur et avec sourire. Donc il y a quelque chose en lui qui fait « je vais mourir ». Et c'est très étrange. C'est-à-dire un adulte qui n'a pas le droit le caresse à un endroit où il ne faut pas et il pense qu'il va mourir. C'est étonnant. Il sait que la loi a été franchie et qu'il est en danger de mort à ce moment-là. Mais pourquoi il croit qu'il va mourir parce que c'est une effraction dans son corps. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui je ne sais pas, je pense que ça doit être presque inné chez l'humain. Il sait qu'il y a une frontière qui a été franchie, maintenant il est en danger. Et quand c'est quelqu'un qu'il aime, dans le cas de l'inceste, c'est une tragédie, puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus rien. Oui, comment faire confiance à partir du moment où... Et en même temps, il y a l'amour qui est là. Vous aimez. Et malheureusement, il peut même y avoir du plaisir. C'est très complexe et très très difficile, ce qui fait que la morale de ça, c'est faut jamais transgresser ça avec les enfants, point barre. Ça c'est clair, mais malheureusement... Et puis des gens pensent que, moi pour avoir travaillé avec ça, il y a des gens qui disent je n'ai eu que ça, par exemple. Je n'ai vécu que ça. Mais le que ça pour un enfant, c'est énorme. Oui, et puis ça dépend comment on le vit, quelle est l'enfance qu'on a eue, bien sûr. Bon, on va faire au cas par cas, Bruno Clavier. Donc, si vous avez envie de parler de quelque chose qui a été très difficile, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les opinions sont diverses et variées. Vous faites parler les auditeurs. De mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique sur Sud Radio, quoi. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous. On évoque notamment les abus sexuels, mais on évoque également les grands traumatismes durant l'enfance. Vous pouvez, si vous avez, je ne sais pas, moi par exemple, assister à la mort de quelqu'un en tant qu'enfant, ça peut être également un très grand traumatisme et c'est important de prendre conscience de tout ça. Sabrina, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous.
Merci à vous de me recevoir, Brigitte et Monsieur Clavier, pour ce témoignage. Je suis assez émue, donc excusez-moi si je vous en prie. Voilà. Je vous en prie. Normal. Ça remue de prendre, de parler. Ouais. Mais merci de prendre l'antenne. Sabrina, donc vous avez vécu plusieurs abus sexuels par des oncles, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, après je me rappelle plus quand ça a commencé. C'est normal. Oui. J'ai l'impression que mon enfance a commencé à l'âge de 8 ans. Mais je sais que j'ai des souvenirs quand même de choses qui se sont passées sûrement avant cet âge-là. Et donc j'ai été abusée par 3 de mes oncles. Alors pas en même temps, heureusement. Je pense que c'était de manière différée en fait. Chacun abusait de moi sans vraiment se douter que voilà, ça se produisait. C'est des oncles du côté paternel ou maternel? Du côté maternel. Maternel, oui. Voilà, mon père, je ne l'ai jamais connu. Si vous voulez, j'ai eu une enfance qui a commencé de manière déjà très particulière. Donc voilà, mon père, je ne l'ai jamais connu. Et j'ai été considérée comme une erreur de vie, de parcours de vie, on va dire. Par votre mère? Par ma mère, par ma famille en général. Et voilà, me surnommer un peu l'enfant du diable. Voilà. Alors, ce que vous dites, Sabrina, vous voyez, ça fait écho à ce qu'on a dit en introduction. C'est-à-dire qu'on voit déjà que Sabrina, elle arrive au monde pas désirée, pas aimée, et donc déjà fragile, pas protégée. Hein, c'est pour ça que je parlais de protection. Ce que je voudrais vous demander, c'est que j'imagine que vous avez fait un travail là-dessus, au niveau thérapeutique. Alors, ce qui s'est produit, c'est que en fait, tout au long de ma vie, jusqu'à ce que j'ai eu ma fille, j'ai considéré que c'était tout à fait normal. Oui. À vous dire même que, à un moment donné, étant enfant, je me suis dit, c'est normal qu'il fasse ça. Je suis un brouillon, il s'entraîne sur moi. Et quand j'ai eu ma fille à l'âge de 32 ans, en fait, à la maternité, j'ai vu ces 2 billes noires qui me regardaient. Et je me suis dit, je pourrais lui faire n'importe quoi. Elle m'aimera. Voilà. Donc ça a été ça a été le début du cauchemar, quoi, parce que ça a été un réveil. Et en fait, pendant 1 an et demi, j'ai eu peur. J'ai eu peur de faire mal à ma fille parce que je me suis dit ça n'arrive pas qu'aux autres, et donc si ça m'est arrivé, je pourrais très bien le reproduire parce que j'avais l'image de personnes faisant subir l'inceste, ayant eux-mêmes subi l'inceste. Alors Sabrina, c'est un processus qu'on connaît bien, et le fait de prendre conscience d'en prendre conscience, ça vous protège. C'est-à-dire que la projection sur son enfant, hein, de ce que soi-même on a vécu, c'est quelque chose, c'est un processus inconscient. C'est un grand classique. Hein. Beaucoup de femmes retrouvent la mémoire sur les violences sexuelles en devenant mère. C'est vraiment très très connu ce mécanisme. Juste, je voulais vous dire quelque chose. Pourquoi je vous ai parlé de thérapie, c'est que dans une thérapie vis-à-vis de ça, il serait intéressant, je ne sais pas si vous l'avez fait, de faire une chronologie. C'est-à-dire, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en général, il y en a un qui commence, par exemple, il y a un oncle qui commence, et puis après, l'enfant est complètement... j'appelle ça le formatage. C'est-à-dire que la petite fille, elle va presque aller voir un autre oncle pour recommencer. Elle devient folle, presque. Elle ne sait plus où elle en est. Et dans la thérapie, c'est très important de faire une chronologie. Qui aurait commencé en premier? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire je ne sais pas. Bah oui, c'est ça. Donc si jamais vous le faites, ça va être très intéressant en tout cas.
Oui, mais je ne sais pas, je n'ai pas voulu parce que quelque chose en moi me disait que ce serait vraiment traumatisant. D'autant plus que, voilà, ça s'est fait quand j'ai eu ma fille, quoi. Parce que jusqu'à présent... Vous l'avez découvert, vous voulez dire, quand vous avez eu votre fille. J'ai découvert que ce n'était pas normal quand j'ai eu ma fille. Bien sûr. Mais comment vous allez aujourd'hui, Sabrina ? Je vais toujours mal. Ben oui. J'ai 3 enfants. J'ai 44 ans. J'ai 3 enfants et alors ma première, ça a été très compliqué, comme je vous l'ai dit. Pendant 1 an et demi, j'ai cru que j'allais lui faire du mal. Donc à un moment donné, j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Le deuxième, donc c'était un garçon, c'était très différent. Je m'imaginais en train de lui faire du mal constamment. Et la troisième, j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, tout allait mieux et que je pouvais enfin profiter de cette enfance. Jusqu'à ce que, alors c'est là où c'est un peu bizarre, c'était durant la période Covid, où voilà, il y a eu cette obligation vaccinale et où mon corps a complètement refusé. Mais vraiment, je me mettais à faire des cauchemars, je me remettais à revivre des choses qui étaient très très difficiles. Et j'arrivais pas. Comme si le vaccin était à nouveau une violence sur votre corps, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et que j'étais dans l'obligation de le faire, travaillant dans un milieu médico-social. Et j'arrivais pas. Je n'arrivais pas à le faire et j'essayais d'essayer de faire comprendre, sans vraiment rentrer dans les détails de ma vie, que je ne pouvais pas le faire. Et j'avais en face de moi des personnes qui ne pouvaient pas l'entendre parce qu'ils ne connaissaient pas le fond de cette histoire. Bien sûr. Mais par contre, je ressentais au fond d'eux cette obligation de le faire. C'est-à-dire que si tu veux obtenir ta liberté, tu es obligé de donner ton corps. Et ça a été quelque chose un autre traumatisme. En fait, ça m'a réveillé à nouveau ce traumatisme, alors que j'étais dans le bonheur d'une nouvelle naissance et me disant tout ça c'est derrière moi. Et pas du tout, quoi. Et là, je vis mal. Mais Sabrina, vous pouvez aller mieux. C'est un peu le fil rouge de cette émission aujourd'hui. Vous pouvez aller mieux. Mais je pense que vous avez besoin de vous faire aider, évidemment. C'est lourd ce que vous avez traversé. C'est normal que ça soit difficile pour vous. J'ai essayé de me faire aider. C'est vrai qu'après ma tentative de suicide la première fois, forcément j'ai été suivie de manière psychiatrique. J'ai été en maison de repos. Donc j'ai pu comprendre certaines choses sur ce mécanisme psychique. Voilà. Oui, mais est-ce que vous avez consulté un thérapeute spécialisé dans les violences sexuelles ? Alors, actuellement, je suis suivie par une coach qui justement a suivi des personnes qui ont, eux, abusé de personnes. Et donc, du coup, elle est dans une grande compréhension avec moi. Et ce qui se passe, c'est que j'ai préféré cette méthode-là parce qu'elle est plus dans l'action que dans la réflexion. De quoi vous avez peur, Sabrina, si vous alliez faire un travail plus solide, plus profond ? J'ai peur de vous effondrer, c'est ça ? De m'effondrer, de connaître la vérité, en fait. Je connais une partie de la vérité, je sais très bien qu'il y a une partie de la vérité qui est cachée. Cette vérité-là, je la cache parce que je ne l'ai jamais dénoncée à ma famille, à part mes thérapeutes et mon mari. Personne ne sait ce qui est arrivé. Je garde ce lourd secret. En tout cas, merci de le partager parce que c'est pas anodin. Si vous avez eu envie de nous le partager, on va pas vous pousser à faire quelque chose. C'est vous. Hein, ce sera votre heure. Ce que je vous propose, Sabrina, si ça vous intéresse, on en parle dans la deuxième heure de ce livre. Je ne l'ai jamais dit à personne, qui est un livre qui raconte plusieurs témoignages. Si ça vous dit, je vous l'envoie. Ce serait gentil. D'accord.
Bon, Merci. eh ben on vous envoie le livre, vous verrez. Très bien. Il y a des choses qui peut-être vous aideront à mieux vous comprendre. Merci. Merci à vous. beaucoup. Merci et bon courage, Sabrina. Merci à vous. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous et je rappelle que vous pouvez lire Bruno Clavier également, qui a écrit beaucoup de livres. Le dernier sur l'inceste, enfin non, le dernier c'est Ils ne savent pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles aux éditions Payot, mais c'est moins un livre pour les auditeurs qui peut-être ont besoin de comprendre. Paula, bonjour. Bonjour Paula. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Paula. Bonjour. Donc vous avez été abusée par votre beau-père, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Quand j'étais préadolescente et adolescente, voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est donner un peu de l'espoir à tout le monde parce qu'on peut s'en sortir, même si c'est difficile, et on peut avoir une belle vie. Et on peut guérir, en tout cas pas complètement, mais à 99%. Moi, ce qui me semble important, c'est de se faire aider. Moi, j'ai fait beaucoup de psychothérapie. Ce qui m'a le plus aidé, c'est l'EMDR. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Je crois, encore une fois, que chacun doit trouver ce qui lui va bien. Bien sûr. Et il ne faut pas hésiter, il me semble-t-il, Bruno Clavier, si on se sent pas à l'aise avec quelqu'un, d'en changer. Oui, c'est ça. Et puis d'avoir, comme dit madame, des techniques comme le MDR qui sont donc des techniques de traitement du traumatisme. C'est-à-dire que d'aller voir des psys, c'est très bien et tout ça, mais il y a des effets du traumatisme que le MDR travaille. Moi, j'étais formé pour ça aussi. Mais il y a d'autres techniques, il y a l'hypnose, il y a l'EFT, enfin il y a plein de choses comme ça. Moi j'en ai mis une au point qui s'appelle le TABC. Bon voilà, j'en parle. Ouais. Mais ça consiste en quoi le TABC? C'est un peu comme le MDR, mais avec un principe un peu différent, avec les yeux, mais avec des points fixes dans des cercles. Voilà. D'accord. Donc, c'est là le MDR, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est une technique avec un balayage des yeux de droite à gauche, hein, pour résumer très vite. Voilà. C'est pour remettre dans un état qui permet de retraverser le traumatisme. C'est ce que vous avez fait, j'imagine. Voilà, oui, c'est ça. Et après, en fait, on n'oublie pas, mais ça passe. C'est moins traumatisant chaque jour. C'est parce qu'en fait, chaque jour, on le vit, ça revient. C'est comme une obsession. Et en fait, ça arrête. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné et ça a arrêté cette obsession quotidienne. Oui, le principe, c'est ce qu'on dit en EMDR, c'est de mettre le passé au passé et de ne pas laisser le passé au présent. Voilà. C'est un passé. Voilà, tout à fait. Et pour moi, ça a très bien fonctionné. Et bien sûr, chacun doit vraiment trouver ce qui lui fait du bien. Moi, en tout cas, ce qui m'a fait du bien, c'est de prendre soin de moi, de m'aimer, d'oser me faire belle, d'oser m'aimer, être indulgente avec moi-même, décorer chez moi, prendre soin de soi à chaque instant. Mais on dit aussi beaucoup, et je crois que ça c'est important parce que vous en êtes visiblement la preuve, Paula, c'est qu'il faut retrouver ces 5 sens. Tout à fait. Ça, c'est super important. Et même des fois, il faut se forcer, hein, parce que bon, des fois, on n'a pas du tout envie, mais souvent, pendant longtemps, je me mettais des coups de pied aux fesses pour vivre d'autres choses, pour pas arrêter de s'identifier soi-même à ce qui nous est arrivé. Reconnaître qu'on est victime, mais on n'est pas que victime. On est aussi une personne qui aime lire, qui aime faire ci, qui aime se promener, qui aime les films. Faut pas s'identifier. Oui, mais je crois que vous l'avez dit très justement, et Bruno Clavier vient de le dire, c'est-à-dire que on a été victime et à un moment donné, on vit. On sort de ce rôle de victime. Écoutez, Paula, je suis content de votre témoignage par rapport à l'auditrice précédente, Sabrina. C'est comme ça, vous allez, si elle écoute encore, peut-être lui donner, et puis à d'autres personnes,
l'idée de travailler là-dessus, parce qu'on a l'impression vraiment que vous avez fait un gros travail et puis que vous pouvez en témoigner, c'est important. Maintenant, la différence peut-être de Sabrina, c'est que vous aviez peut-être quand même une enfance qui démarre pas trop mal. Oui, c'est ça. Moi Ah non, moi j'ai eu une enfance très difficile. Ah bah alors, bravo, alors raison de plus pour vous dire bravo, Paula. J'ai eu une enfance très difficile. Moi je suis née au Chili avec une mère qui a connu les prisons de Pinochet. Ah oui. Non, en termes de trauma, je suis bien servie. Et c'est pour ça que je trouve que je suis très heureuse de témoigner, parce que malgré tout ça, on peut se faire une belle vie. Et il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur de dire, c'est aussi d'accepter de ne pas pardonner. Oui. Parce que je trouve que beaucoup de thérapeutes vont nous donner une injonction, on va aller bien quand on pardonne, mais en fait on a le droit de pas pardonner. Évidemment. Et puis la personne en face, elle nous a pas forcément demandé pardon non plus. Donc c'est dur de donner son pardon à quelqu'un qui ne nous a pas demandé pardon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le pardon, ça concerne l'agresseur, c'est son problème à lui. On a déjà été agressé, on n'a pas besoin plus de lui donner quelque chose en plus. Il se débrouille avec sa conscience. Pardonner. Après le pardon, moi je trouve qu'après il vient tout seul quand on ne souffre plus. Le pardon, c'est pas quelque chose qui se décide, ça se vit ou pas. Non, mais je pense que certains thérapeutes parlent plutôt de ce pardon à soi-même, qui est une étape un peu nécessaire, mais se pardonner à soi-même, ça veut dire ne pas croire qu'on a une part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, je dirais plutôt déculpabiliser. C'est ça. Il faut déculpabiliser, parce qu'on se dit, tiens, j'ai pas hurlé, je suis partie en courant, je n'ai pas dénoncé, j'ai rien dit, j'en ai trop dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc on pense qu'on a une part de responsabilité. Et en fait, non. On a réagi comme on a pu. Parce qu'une victime, elle réagit comme elle peut. C'est en ça qu'il faut être indulgent avec soi-même. Et puis, on est une enfant face à un adulte, donc de toute façon, on est forcément déjà en position de faiblesse. Oui, c'est ça. On oublie de dire que tous les enfants, toute leur enfance, on leur dit d'obéir, puis tout d'un coup, il faudrait désobéir. C'est facile. On leur a dit, tu obéiras, tu vas obéir. Quand on te dit, quand c'est dans la famille. Tais-toi. Les adultes parlent, toi, tais-toi. Et puis surtout, les adultes de la famille. Alors, en cas d'inceste, on nous a dit, tu obéis à tout le monde, et puis au moment où il faut désobéir, il comprend pas. C'est ça, parce que quand l'adulte nous agresse, il a déjà mis en place l'ambiance. Oui. On n'est pas un enfant épanoui dans sa vie et paf, l'adulte qui débarque. Non, l'ambiance, elle est déjà là. Donc être indulgent avec soi-même, s'aimer et comprendre qu'on est victime, mais on n'est pas que ça. Écoutez, bravo Paula de votre témoignage, parce que ça donne. C'était le but de cette émission. J'avais envie de donner un peu d'espoir. Et là, beaucoup d'espoir, franchement, beaucoup. On peut pas mieux faire. Si j'arrive à en donner aux auditeurs, aux auditrices, je suis super heureuse. Il faut avoir confiance. On peut avoir une belle vie. Et vous en êtes la preuve, parce qu'on l'entend dans votre voix. Ça s'entend. On l'entend dans votre voix. Merci beaucoup. Non, c'est nous. Merci beaucoup, Paula. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt, Paula. Merci beaucoup. On va continuer avec avec Delphine qui nous rejoint. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, je vous remercie de m'accueillir dans cette émission. Alors vous aussi victime d'inceste, donc par un oncle, c'est ça ? C'est ça, exactement. Un oncle par alliance. Alors, moi, j'ai envie de dire, à la différence de Sabrina, votre première auditrice, le premier témoignage, moi, ça a été toujours la même personne, mais dans le temps. Ça s'est étalé dans le temps et ça a duré de mes 12 ans jusqu'à mes 16 ans, en fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est que une fois que le mal
est fait et que le mal vous a mis sous son emprise, c'est comme si vous étiez un petit peu hypnotisé, et donc il peut continuer. Hein. C'est ça qu'il faut bien que les gens qui écoutent comprennent, hein, parce qu'on pourrait se dire mais alors pourquoi elle ne s'est pas défendue, mais c'est une sorte de système comme ça qui se met en place. Oui, on appelle ça l'emprise, hein, mais c'est-à-dire c'est comme un formatage, et puis la personne ne peut pas, elle est paralysée, elle est hypnotisée, elle est plus elle-même. Hein, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous deviez plus être vous-même, quoi. Hein, c'est-à-dire on est rendu comme un pantin, quoi. Ah oui, c'est ça. On est la chose complètement. Je suis complètement d'accord. On devient la chose de l'autre. Et du coup, ce qui est extrêmement... Alors cette confiance-là, bien sûr, elle se passe jamais au moment où ça se passe, j'ai envie de dire, elle se fait a posteriori, enfin avant, surtout pas pendant, et après dans le temps. Et c'est d'abord très culpabilisant, mais très souvent parce que je crois que c'est ce que souhaite la personne qui abuse. Bien sûr. Parce que même parfois, moi j'ai vécu une personne qui me disait c'est de ta faute, c'est parce que tu as fait ça. Enfin, donc ça renforce encore la culpabilité. Et puis après, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait ce sentiment d'être mort. Enfin, et pour moi, très clairement, il y a quelque chose dont on est dépossédé à partir du moment où on cède ne serait-ce qu'un millimètre de son corps à l'autre sans le vouloir. Oui, bien sûr. Et là-dessus, je voulais revenir sur ce que disait Brigitte dans le témoignage précédent, le témoignage de Paula. Je trouvais que ce qui était très intéressant, c'était d'entendre son bien-être. Mais ce que vous avez rappelé à juste titre, Brigitte, je crois, c'est que effectivement, il y a un cheminement de l'esprit et on peut être accompagné, quelle que soit la méthode que l'on choisit, qui est propre à soi. Mais il y a une étape qui est fondamentale dans ce type de vécu, je crois, c'est celle de la réconciliation avec son corps. Absolument, oui. Avec ses 5 sens, et absolument. Et parce que le corps, il faut qu'il nous appartienne à nouveau, quoi. Ouais, et ça, c'est parfois un travail qui peut être très long. Et j'ai été très touchée par les 2 témoignages précédents, mais très particulièrement par le témoignage de Sabrina, parce que vraiment, je me suis dit quelle souffrance. Et du coup, on se trouve très chanceux, même si on a été victime aussi. Mais comme le disait Paola, la chance qu'on a, c'est qu'on a su dépasser. Et le premier sens, voilà, qui permet de se libérer, de s'affranchir de cette espèce de pulsion mortelle qu'il y a dans le viol ou peu importe, hein, c'est la parole. Voilà, c'est un des premiers des sens. Je crois que la parole a ce pouvoir libérateur. Enfin, c'est pas un super pouvoir, hein, on est d'accord, hein, c'est pas un coup de baguette magique. Hein. Mais il faut le vouloir. Mais à partir du moment où il y a quelque chose de soi qui cède, soit parce qu'on est invité à la parole, moi ça a été mon cas, ou parce qu'on se sent libre dans sa parole et du coup on a la possibilité de témoigner, alors là quelque chose se passe et j'ai envie de dire la vie reprend le pas sur la mort. Oui, mais je crois, Bruno Clavier, vous l'avez dit très, très justement, il y a quelque chose de terriblement mortifère dans l'abus, et il faut qu'à un moment donné, on croise peut-être le regard de quelqu'un qui porte Eros en lui, enfin, et qui réallume peut-être la toute petite lumière que quand même, je crois, toute personne qui a été abusée a au fond de lui. Enfin, oui, j'ai envie de garder cet espoir-là, moi. Delphine parlait de la culpabilité, c'est qu'en plus, il y a un psy là, qui est des disciples de Freud, qui s'appelait Ferenczi, qui parlait du fait que l'abusé endosse la culpabilité de l'agresseur. C'est-à-dire qu'il a double dose, il a sa culpabilité, puis il a pris en charge la culpabilité de l'autre, parce que l'autre c'est quand même un humain, même s'il a été monstrueux, et il se débarrasse de sa culpabilité sur sa victime, ce qui fait que la victime en a double dose. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir travailler. Juste pour revenir sur la question de la parole, elle est absolument indispensable, mais parfois pas suffisante. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de techniques comme le MDR, des choses comme ça, pour aller au-delà des effets, c'est-à-dire et puis au niveau du corps, que c'est le corps, mais le corps dans toutes ses dimensions. C'est pas simplement le corps physique. C'est pas que le corps physique. Vous voyez, mais enfin, vous avez dû comprendre ça. C'est le corps, je dirais, énergétique, le corps sous tous ses aspects, l'essence, hein, comme disait Brigitte. Il y a quelque chose qui m'a vraiment... Excusez-moi, Bruno. Non, au contraire, c'est à vous de parler, excusez-moi. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé dans le témoignage de Paola, et c'était cette dimension, la dimension EMDR, enfin, cette dimension ce soin, peu importe le soin. Mais quand on rencontre une thérapeute qui va bien, et moi, comme elle, j'ai expérimenté le MDR, mais avec une variante, j'ai envie de dire encore, différente de celle qu'on connaît avec les yeux. Moi, ma thérapeute a travaillé avec les sons.
et c'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile pour moi. C'est très intéressant. On va y revenir justement parce que je crois que là il y a c'est quelque chose. C'est les sons de gauche à droite dans les oreilles, c'est ça? Exactement. Restez avec nous, Delphine. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous, psychanalyste, psychologue, clinicien, auteur de nombreux ouvrages et notamment L'inceste ne fait pas de bruit, des violences sexuelles et des moyens d'en guérir. C'est aux éditions Payot. Delphine est avec nous. Alors c'est intéressant parce qu'on a parlé de l'EMDR avec Paula. Vous, Delphine, vous nous parlez des sons. J'ai l'impression, Delphine, Bruno Clavier, qu'en fait, ce qu'il faut, c'est surprendre le cerveau quelque part par une sorte de quelque chose qui est inattendu et pas suivi, quoi. Oui, mais c'est aussi physiologique, hein, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une alternance. En EMDR, c'est soit les yeux qui vont de gauche à droite, soit là, à mon avis, c'est la même technique, c'est le EMDR, mais avec les sons, c'est-à-dire qu'on a un casque. Hein, vous me dites, Delphine, si c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez un casque et vous avez un son à gauche, à droite, et ça ramène le cerveau dans quelque chose de... Ça déprogramme quelque chose. Ça déprogramme. En fait, ça enlève une forme de défense et ça va permettre au souvenir de revenir. Je parlais de souvenir tout à l'heure. Le souvenir va revenir petit à petit et la mémoire, et puis cette mémoire, on va la traiter. C'est pour ça qu'on appelle ça un traitement du traumatisme, parce qu'il faut qu'il soit traité. C'est ça, et ça permet en fait de regarder au final. En tout cas, l'effet que moi j'en ai qui a été bénéfique pour moi, oui, c'est ça, c'est que ça permet de regarder le souvenir comme un souvenir, mais presque comme un fait d'actualité, vous voyez, dénué de toute émotion, de tout sens, en sachant que avant de pouvoir le regarder, et on peut le regarder, je dirais presque de façon apaisée, c'est-à-dire que l'émotion est repassée par là. Moi, j'ai un souvenir très vif, par exemple, d'une histoire d'odeur. On parlait des 5 sens. Oui. J'ai eu beaucoup de mal très longtemps avec toutes les odeurs autour du sexe, parce que c'était quelque chose qui était très souffrant. Et pour retourner avec mon corps et pour pouvoir continuer à avoir une vie de femme épanouie dans sa dimension sexuelle y compris, j'ai travaillé avec ma thérapeute sur ces odeurs. Je suis passée par la sensation de dégoût, mais même physiquement, c'est-à-dire que pendant la séance, mon corps s'est cabré. Il y a eu quelque chose au niveau de l'estomac qui a été très violent. J'ai eu une nausée, j'étais vraiment malade. Pendant la séance et au sortir de séance, j'étais très très bien. Et l'heure du déjeuner approchait et au déjeuner, j'ai eu faim. Et c'était une sensation, moi qui étais anorexique, la faim, c'est une sensation que j'avais oubliée jusque-là. C'est génial, comme si, vous retrouvez votre mémoire gustative. Oui, à l'inverse, j'ai connu une femme comme ça qui après son agression sexuelle à 8 ans, a perdu l'odorat. C'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens. Et c'est ça. Alors après, je pense qu'il faut être... On parle de médecine un petit peu spécifique, j'ai envie de dire. Et c'est intéressant. Alors c'est intéressant de s'y pencher avec prudence. Moi, avant ce travail-là, il a été fait accompagné par un médecin, un psychiatre et une psychologue. Et avant, j'avais déjà fait un travail quand j'ai été anorexique, donc beaucoup plus jeune. Donc il faut faire attention parce que parfois, je pense que dans ces domaines-là, mais ça Bruno doit mieux savoir que moi, il faut faire attention aux personnes qui proposent un peu des formules magiques. Moi, je suis convaincue que la pensée magique n'existe pas. En revanche, quand on a un thérapeute ou un médecin ou même un ami, un parent qui a une parole, comme vous disiez tout à l'heure, Brigitte, bienveillante, qui comprend de l'amour, ça peut réveiller la lumière et on peut aller en avant. Ça libère quelque chose. Mais vous savez, Delphine, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence sur soi et évidemment sur les autres, parce qu'au fond, il y a un temps pour tout et quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et c'est là où il faut être vraiment... chacun va suivre son propre parcours. Il n'y a pas de vérité absolue dans ces... Et je crois que même... peut-être que certains vivent des choses plus graves et vont s'en sortir mieux. Enfin, il n'y a pas de vérité absolue. Et puis, il y a des personnes qui s'en sortent très bien sans parler.
Ça, je suis pas si sûre que ça, mais en tout cas... Alors qu'ils s'en sortent très bien, je veux dire qu'ils donnent au moins l'impression de s'en sortir. Oui, ils donnent l'impression. Ils mènent leur vie, mais même pour eux parfois, parce que moi je vais vous dire, non, mais vous le avez... déclencheur de la dernière phase de soins, c'était un burn-out. Mais jusqu'au burn-out, j'étais persuadée que j'étais soignée, vraiment. Et puis là, depuis ça... Oui, vous avez... bon, peut-être, mais il y a des gens qui font des burn-out et qui n'ont pas été abusés non plus. Non, mais vous savez, j'ai déjà entendu dans des traumatismes d'enfants, pas forcément des abus d'ailleurs, j'ai entendu des gens qui s'en sont sortis grâce à un arbre, grâce à un chien, grâce à une maîtresse d'école. Enfin, je veux dire, la résilience, elle est terriblement vaste, mais en même temps, parfois, c'est pas le moment, donc ça ne marche pas. Soyons très indulgents. Juste, Delphine, pour revenir sur ce que vous avez dit, oui, vous avez eu un symptôme typique, c'est l'anorexie. Je n'arrête pas de le répéter. Il faut repérer l'anorexie comme un signe très fort d'abus sexuels subis dans l'enfance. C'est un classique maintenant. J'espère pour ceux qui le savent, et qu'à ce moment-là, le thérapeute doit être au courant. Je ne sais pas, parce que vous dites, c'est la façon dont a été pris peut-être votre première thérapie, où il n'y avait pas l'accent peut-être assez sur les techniques justement par rapport qu'on pratique par rapport aux personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. C'est complètement ça, parce qu'au moment où ça s'est passé, en fait, le thérapeute, lui, il avait sous les yeux une autre problématique de violence, que j'ai connue aussi. Et pour le coup, il était axé là-dessus. Donc, on a tourné la page effectivement sur certaines choses et pas d'autres. Et moi, à l'époque où ça s'est passé, j'ai cru très naïvement qu'on avait tout balayé. Et c'était pas vrai. Exactement. Je voudrais dire par rapport au traumatisme, là, pour les personnes qui nous écoutent, et pour vous aussi, Delphine, vous avez dû le comprendre, c'est qu'un traumatisme, c'est des multi-traumatismes. C'est pas une seule chose. Vous voyez, vous avez parlé de l'odeur, mais ça peut être la confiance en soi, ça peut être... Et à chaque fois, on ne peut pas prévoir ce qu'il va falloir travailler. C'est pour ça que faut toujours être prudent quand les gens disent c'est fini. Bah oui, mais des fois, il y a d'autres dossiers qui ressortent, des choses qui font que c'est un multi-traumatisme. Oui, moi pour illustrer ça, j'ai ma marraine a eu un accident du pied dans un accident de voiture. Elle s'est cassé le pied, elle a eu plein de fractures et en fait elle a eu une 60aine de fractures. Et j'aime bien cette image du choc qui fait que derrière il y a plein d'ondes de choc. Alors c'est l'histoire de la pierre dans l'eau aussi, mais c'est des images qui permettent de comprendre que en fait c'est un travail de toute sa vie, quoi. Moi j'ai souvenir d'un témoignage qui m'avait beaucoup marqué et qui va vous plaire, Bruno Clavier. C'est un homme qui s'est retrouvé avec un accident qui s'est retrouvé sur les fesses et avec un accident qui a abîmé son anus, et c'est comme ça qu'il a découvert qu'il avait été abusé enfant. Oui. Et il a fallu cet accident. Oui, c'est très classique ça. Oui, ça arrive souvent. Ça paraît presque fou de dire ça, mais on voit bien que dans la vie, comme si ce qu'on doit comprendre, il y a un événement qui va nous arriver pour qu'on puisse le comprendre. Oui, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est par rapport au traumatisme, c'est le fait que quand on a un traumatisme enfant, on va avoir un certain nombre d'actes tout au long de sa vie comme s'il fallait revenir à la case départ, comme si on était bloqué là. Et toutes les thérapies, c'est le fait de repasser par la case départ pour reprendre une nouvelle vie. Sinon, on est bloqué. C'est que ça bloque. Et il y a à l'intérieur un médecin intérieur qui dit je veux trouver la solution. Mais sauf que c'est inconscient souvent. Bien sûr. Mais c'est important parce que grâce à ce travail que vous avez fait, Delphine, vous êtes en vie et vous êtes dans votre vie. Et c'est ça qui est important à comprendre pour tous ceux qui écoutent, je crois. Merci Brigitte pour ce que vous venez de me dire. Et je tiens à vous dire que vos émissions ont participé activement et contribué activement à ma guérison. Donc merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici et des témoignages. Eh bien, merci pour eux aussi, mais c'est vrai que c'est important parce que chacun va prendre les petites choses qu'il va entendre et merci de vos témoignages parce que c'est aussi grâce à vos témoignages c'est beaucoup plus fort d'écouter quelqu'un qui raconte son propre vécu, sa propre histoire que de faire un discours dogmatique sur les abus sexuels. Bah oui, ça c'est vos expériences à chaque fois. Là on a eu 3 témoignages tous forts.
Oui, et très différent en plus. Oui, très différent. Et c'est ça qui c'est intéressant parce que ça montre bien toute la complexité de l'être humain. Et donc, merci à vous, Delphine. On va continuer évidemment dans la deuxième heure à évoquer tout ça. Si vous-même vous avez envie de témoigner, vous nous appelez au 0826 300 300. Je précise encore une fois qu'on peut évoquer d'autres traumatismes si vous le désirez, parce que on peut parfois rester très bloqué. J'aime bien l'expression que vous avez utilisée, Bruno Clavier. On peut rester très bloqué après un traumatisme, même autre qu'un abus sexuel. On est bloqué et il faut retraverser. C'est comme s'il fallait retraverser pour débloquer. On revient à la case départ, quoi. C'est un peu un principe général. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis souvent, c'est il faut le retraverser, mais il faut le retraverser avec le cœur. C'est pas avec la tête. Avec le cœur et avec quelqu'un de bienveillant qui nous met en sécurité. C'est pour ça que je disais au début de l'émission, c'est souvent parce qu'on a été enfant et seul qu'il y a du traumatisme. Là, on est accompagné par quelqu'un. C'est très important. On va avoir du mal à le faire tout seul. Oui, mais oui, parce qu'il faut une sorte de béquille en fait. Oui, comme la rééducation, on a besoin d'un kiné. On va dire comme un nouveau parent auxiliaire. Un être humain, ça n'existe pas tout seul. Ça, je le répète. Ça marche pas, ça n'existe pas tout seul. Non, on est des êtres de lien. Oui, oui. On est des êtres de lien, donc on a besoin. Et il faut pas hésiter. Je crois que c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Refaire confiance quand on n'a justement pas été dans une enfance sécurisante, c'est difficile parce qu'il faut aller voir quelqu'un et faire confiance alors qu'on n'a jamais pu faire confiance. C'est ça qui peut-être bloque tellement Sabrina. Par exemple. Mais bien sûr, mais j'ai failli lui dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a plus confiance en personne. Et ça peut se comprendre, mais il faut quand même avoir confiance en soi et à ce moment-là, on va trouver la bonne personne. Et puis le problème, c'est que les personnes abusées ont cassé leur radar, ils savent plus qui est bon ou pas bon. Ça fait partie du truc. Mais elle nous a appelés. Bah oui, ça veut dire que... Elle a peut-être quand même confiance. Oui, c'est ça. Merci à tous. On continue dans cette deuxième heure, bien sûr. Et puis, je vais vous donner une petite devinette, pour sourire un peu. Comment on surnomme la verge des Portugais, Bruno Clavier? Comme d'habitude, à chaque fois, je sais pas. Eh ben, on saura après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 6 février prochain, rendez-vous au Stade Toulousain pour le plus grand événement emploi du secteur aéronautique et spatial, le salon Synergie Aéro. Venez rencontrer plus de 80 entreprises, dont les plus grands groupes, à cet événement organisé par Synergie, premier acteur du recrutement dans le secteur aéronautique et spatial. Plus de 3000 postes et des centaines de formations à pourvoir. Inscription en ligne sur synergie.aero ou venez directement avec votre CV le mardi 6 février. Synergie, votre accélérateur de carrière dans l'aéronautique. Sud Radio Béziers. 102.6. Sud Radio. Forte. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier qui est avec nous, psychologue clinicien. Nous évoquons notamment les abus durant l'enfance et comment on peut rebondir, s'en sortir. Alors c'est Noah qui nous rejoint, mais je voudrais la devinette. Comment on surnomme la verge des Portugais ? Alors je ne sais toujours pas, j'ai pas trouvé. Une péniche. Une péniche, mais oui, j'aurais dû m'en douter. Eh ben oui. Bonjour Noah. Bonjour. Merci d'être avec nous Noah. Merci à vous de m'écouter. Je vous appelle parce que, comme beaucoup de témoignages, j'ai subi des actes sexuels étant jeune, moins de 18 ans, mais je sais pas tout en fait. Oui. J'ai arrêté de chercher à savoir. Vous m'avez entendu quand je l'ai appris à 5 ans. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, donc c'est un peu tard. Et jusqu'à présent, je vivais au pays des bisounours. Il y a 5 ans, j'ai pris une grosse claque. Et en plus, en vous expliquant la situation, vous m'avez fait prendre conscience que c'était un pervers narcissique. Il m'a aussi rabaissé, maltraité et beaucoup de choses. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu avancé, sauf que je suis passée d'une hypersexualité à totalement fermée sur moi-même. Et j'ose plus du tout me montrer à un homme, j'ose plus rentrer en relation. Je suis totalement bloquée, je m'enferme de plus en plus socialement parce que je suis passée dans un système où j'avais trop de vie sociale et que j'arrivais pas à être chez moi et j'étais tout le temps en
en train de dépanner quelqu'un et voilà, je me suis fait manger de partout en fait. Vous savez Noah, on en parlait avec Bruno Clavier avant l'émission et il disait une chose intéressante et votre témoignage en est la preuve. Lorsqu'on lève un symptôme, on peut retomber sur un autre symptôme qui est parfois plus cruel encore que le... Et c'est pour ça que moi je me suis toujours méfiée quand on parlait des femmes qui se prostituent, qui font du porno, qui ont une hypersexualité, en essayant de leur dire que ce serait mieux qu'elles trouvent, etc. Si parfois ça aide à tenir. Oui. Et là, je crois que vous avez levé ce symptôme-là, mais vous êtes tombé dans un symptôme bien plus mortifère. Et il va falloir oser frapper à une porte. Excusez-moi, Noah, vous datez à quel âge à peu près la première fois qu'il vous est arrivé quelque chose ? Là, la dernière thérapeute que j'ai vue me laissait entendre que bébé déjà. Oui, bébé. Mais je sais pas. Du coup, j'ai arrêté de thérapie. Si c'est le cas, bébé, j'avoue que c'est très compliqué d'y aller parce que là, c'est vraiment très, très, très précoce. C'est quand vous avez dit manger de partout que j'ai pensé à ça. Oui, il y a des fois des expressions étranges. Mais quand on est dans l'oral comme ça, manger de partout, ça veut dire que c'est en tout cas très tôt bébé, ça veut dire au moins avant 3 ans. Maintenant, je vais juste le dire à vous et peut-être aux auditeurs, auditrices, c'est que c'est une question de choix. Là, vous avez 45 ans, donc vous apparaissez de plus en plus bloqué, d'après ce que vous avez dit. Et c'est la question, alors des fois on appelle ça la boîte de Pandore. On se dit je vais pas y aller parce que si j'ouvre, il va sortir des tas de trucs terribles et ça va être terrible. Ça c'est une question de décision personnelle. Moi je pense que vous êtes jeune, 45 ans pour moi c'est jeune en tout cas. Et ça vaut peut-être le coup pour le reste d'aller y voir plus au niveau thérapeutique, de trouver des bons outils et des gens spécialisés. Il vaut mieux à ce moment-là des thérapeutes spécialisés pour vous accompagner. D'autant que, Noah, vous avez un corps qui a quand même fonctionné, qui a su prendre du plaisir quand même, je suppose. Vous avez pas été dans une hypersexualité toujours dans la douleur et la souffrance. Ah non, du tout. Oui, non, en plus, non, comme j'avais aucune conscience de rien, vraiment, ça se passait très bien et je m'étais libérée à un stade où j'ai beaucoup de jouissances différentes et c'était génial, Mais oui, mais donc votre corps quand même est capable de vous avoir apporté cette jouissance-là, donc il est pas bloqué. Là, c'est là-haut que c'est bloqué, c'est au niveau du cœur et de la tête que c'est bloqué. Et vous voyez ce que je veux dire. Et donc il faut accepter d'aller parler parce que vous devriez quand même assez facilement relier à nouveau, mettre un pont entre le haut et le bas, si je puis dire. Appuyez-vous sur votre corps qui vous a quand même permis de vivre, de survivre, on va dire. Oui, justement, c'est ça aussi. Je fais une obsession là-dessus. J'aimerais retrouver mon hygiène de vie et mon rythme d'avant. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Parce qu'il y a un tunnel par lequel il faut passer. Et oui, c'est ça. Et vous voyez, encore, bon, vous pourriez faire le choix de plus de sexualité. Enfin, vous semblez l'avoir fait, ce qui on peut l'entendre. Ce qui est quand vous dites, je suis enfermé socialement, c'est plus embêtant. Vous voyez, c'est comme un espèce de processus où là, moi, j'aurais tendance à vous dire, écoutez, allez-y, puis c'est pas si terrible que ça. Moi, j'ai moi-même été beaucoup abusé, donc j'ai traversé tout ça. C'est très dur, mais c'est mieux qu'avant. C'est quand même mieux que quand on patauge dans ces symptômes, quoi. Vous avez une aventure intérieure à faire qui est aussi passionnante que l'aventure sexuelle, Noah. Donc vous pensez qu'il faut continuer il faut commencer à chercher et... Oui, mais pour ça il faut être accompagné. Je répète, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bons thérapeutes, mais on sait ou on sait pas. Il faut leur dire est-ce que vous savez ça ou pas. Ils ont le droit de pas savoir parce que moi j'ai écrit un livre là-dessus. Il y a un déficit de formation à cet endroit-là, donc faut au moins vous assurer d'être un thérapeute qui peut vous amener sur ce terrain-là et qui est sécure. Il faut être en sécurité avec lui.
Avec cette thérapeute. Et peut-être, puisque votre corps a quand même fonctionné, mais peut-être la sophrologie, quelqu'un qui fait de la sophrologie et qui est apte à travailler sur les abus, hein, bien sûr. Oui, quelle que soit la technique, hein, mais quelqu'un où il faut lui poser la question. Il faut lui dire, voilà, moi j'ai ça, c'est ça que je veux travailler parce que je veux revivre ma vie. Donc vous voyez ça avec cette personne et elle doit vous dire oui, je le fais. Mais si elle dit d'une façon oui mais non, comme tout à l'heure une dame où le thérapeute nous a dit que c'était Delphine qui a dit que le thérapeute avait travaillé autre chose. Bah s'il travaille autre chose, c'est pas ça dont vous avez besoin. Oui. Oui. Mais même quand on prononce mon prénom, ça résonne bizarrement et j'ai du mal à supporter les compliments. Je vois bien que je plais, mais ça me met mal à l'aise et j'arrive pas à comprendre ça. Vous savez, on a une auditrice tout à l'heure qui a dit « j'ai appris à m'aimer ». Quelqu'un d'abusé ne s'aime plus. Moi, c'est juste que c'est ce que j'ai envie de vous dire. Hein, c'est que vous n'aimez pas ça parce que vous avez perdu le goût de vous-même, comme la majorité des gens abusés. Écoutez, Noah, peut-être que vous avez beaucoup donné votre corps pour avoir l'impression d'être aimé. Et peut-être que maintenant, il faut aller vers quelqu'un qui va vous aider à vous aimer, et ensuite, ça sera facile d'être aimé. Ok. Hein ? Vous avez, je suis sûre, je me trompe peut-être, mais je me trompe pas trop en général. Vous avez vraiment la capacité à avancer. Vous avez la capacité à sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes parce que vous avez peur, tout simplement. Vous avez peur de ce que vous allez devoir souffrir. Mais vous savez, c'est comme la rééducation quand on doit refaire bouger un membre qui a été plâtré pendant tant d'années, pendant donc tant de mois, je veux dire, ou 2 semaines plutôt. Eh bien, au début, ça fait mal, mais après, quelle libération. Eh ben justement, j'ai harcelé mon nouvel employeur. Je travaille auprès des enfants déficients avec handicap associé. Ouais. Et du coup, je suis une formation et ça fait énormément bouger aussi. Et ça résonne beaucoup en moi à chaque cours que j'entends sur les traumatismes. Bien sûr. Bien sûr. Et oui, c'est sûr, ça fait bouger. Mais oui. Et pourquoi quand on prononce mon nom, mon prénom, pardon. Écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais à mon avis... Mais le prénom... Oui, mais est-ce que, par exemple, si vous êtes enfant... Vous savez, je dis ça, je peux avoir absolument tort, hein, mais tous les petits détails des abus sexuels sont importants. Et il suffit, par exemple, que pendant qu'on vous abusait, on prononçait votre prénom tout doucement pour que vous puissiez plus le supporter. C'est des détails comme ça, des fois. Bien sûr. Ah, ok. Vous voyez, je dis ça, je peux pas le savoir. Ça fait écho à quelque chose qui vous renvoie à quelque chose qui a été difficile. Quand on dit votre prénom, ça vous renvoie à quelque chose qui, dans votre mémoire, ça renvoie à une souffrance, sans doute. Qui pour l'instant n'est pas capable. Vous n'êtes pas capable pour l'instant de la nommer, cette. Voyez. J'ai pris en thérapie une petite fille abusée comme ça. Elle avait été abusée à 4 ans. Et bien, l'abuseur lui avait donné un mot dans l'oreille, donc je préfère pas le dire. Mais vous voyez, quand il y a des abus, il y a des détails comme ça. Et ce mot-là était extrêmement important. Elle l'avait perdu de mémoire et puis elle l'a retrouvé dans le travail. C'est-à-dire, ou alors on donne des bonbons aux enfants, tout ça. Et après, ça va faire un truc bizarre avec les bonbons. Vous voyez, c'est des détails. Ok. Ou alors il y a une haleine particulière parce qu'il boit beaucoup de bière et on supporte pas les gens qui ont bu de la bière. Enfin, vous voyez, c'est ces souvenirs-là qui parfois, on ne sait pas pourquoi, mais qui ont du sens. En tout cas, faites-vous confiance et puis peut-être dans un premier temps, écrivez ce qui vous passe par la tête. C'est déjà quelque chose qui va se libérer. Au moins. Oui, c'est ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs. J'ai entendu une émission à vous. Bon, ça c'est bien. Longtemps. Très bien. Bon courage, Noah. Mais allez-y. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et merci pour vos émissions. Merci à vous de les écouter. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Fanny est dans le Pas-de-Calais. Comment faites-vous pour écouter Sud Radio dans le Pas-de-Calais, Fanny ? Ah, grâce à l'application. Ah, l'appli, voilà, j'en étais certain. Sud Radio, parlons vrai. Vous l'avez dit à votre meilleur ami. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
On continue avec Bruno Clavier, toujours, qui est avec nous. Comment rebondir après un traumatisme? Et on donne la parole à Philippe maintenant, qui nous rejoint. Bonjour Philippe. Brigitte, bonjour. Monsieur Clavier, bonjour. Bonjour. Bon. Donc c'est votre fille qui a subi un viol, je crois. C'est ça. Elle avait quel âge? Moi, je pense 16 ans à peu près. Les choses sont pas sorties tout de suite, donc on voyait que ça allait mal, mais les choses n'étaient pas dites. Donc voilà, oui, je pense à peu près 16 ans. Donc lors d'une soirée alcoolisée. Une grande souffrance, bien sûr, pour ma fille, ça c'est sûr. France pour tout le monde, parce que ça touche toute la famille, ce genre de truc. C'est qu'on voit un être qui explose en vol, en fait. C'est complètement dingue la répercussion que ça a eu sur son psychisme, sur elle. Et du coup, c'est des crises d'angoisse nocturnes, c'est une somatisation des choses qui ne sont pas dites, donc on ne sait pas d'où ça vient, voilà. Un dépôt de plainte, une justice qui ne donne pas de suite, c'est une colère immense. Des auditions en gendarmerie qui disent bien sûr il y a eu viol, et puis vous avez un magistrat qui dit bon mais on n'a pas de preuves, bon on laisse courir quoi. Donc c'est un deuxième traumatisme. Un deuxième trauma, ouais, et en fait du coup on a une gamine qui est violée et détruite et qui n'est pas entendue. On connaît les auteurs. Les auteurs, vous voulez dire que c'est un viol collectif? Il y en a eu 2. Voilà, donc on connaît les auteurs et ils ne sont même pas auditionnés par la gendarmerie. C'est-à-dire que le magistrat, il donne même pas cette chance. Il donne même pas la chance de pouvoir tirer les verres du nez d'un violeur, quoi. Oui, on même pas en gendarmerie. C'est surprenant aujourd'hui, parce que normalement, quand il y a une plainte de ce genre, on auditionne quand même que ces 2 hommes n'aient pas été auditionnés. Ces 2 jeunes hommes, j'imagine. Des jeunes hommes, même pas auditionnés, à la sidération de la gendarmerie, avec des relances de gradés de gendarmerie auprès du parquet, mais rien n'y a fait, et du coup, affaire pliée avant d'avoir démarré. Oui. Affaire classée. C'est arrivé il y a combien de temps? Ouais, je vous dis, ça a 3, un peu plus de 2 ans. Oui, il y a 2 ans. La plainte, elle a peut-être 1 an et demi. D'accord. Et votre fille a porté plainte combien de temps après? En fait, vu qu'elle est mineure, c'est nous qui avons porté plainte, c'est les parents. D'accord, donc vous avez porté plainte tout de suite, puisqu'elle avait 16 ans, vous me dites que c'était il y a 2 ans, oui. Ouais, j'ai envie de vous dire, c'était peut-être une dizaine de mois après, les faits. Et ils auditionnent pas, ils ont même pas convoqué les mecs, ils ont leur nom et tout, et ils les ont même pas convoqués. Et malgré moi, ce qui m'interpelle dans votre témoignage, Philippe, c'est que vous avez l'air de ne pas être très précis, comme s'il y avait une sorte de brouillard dans ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ah ben bien sûr, mais le brouillard, il est chez ma fille. Donc le brouillard, les dates changent. Oui, ma fille, elle passe d'hospitalisation en hospitalisation. Ça a déclenché des troubles alimentaires. Oui, mais excusez-moi, je vous agressais pas. C'est juste parce que c'est ce que je ressentais. Et il fallait. Et je pense que beaucoup d'auditeurs le ressentaient. Donc il faut qu'on comprenne. Ah oui. Ah mais je vous dis que les dates, 10 mois, 2 mois, 3 mois. Vous voulez dire qu'elle change les dates au gré de son mal-être? Mais oui, non, je pense qu'elle a pas trop su à quel moment ça s'était passé. Elle l'a déjà occulté pendant longtemps. Donc elle n'a rien dit. Elle a continué à vivre avec ce truc-là. Et elle n'a rien dit. Et puis à un moment, c'est sorti. Vous voyez, votre fille, elle a toutes les caractéristiques de la vérité. Parce que on croit que quand quelqu'un, c'est ça qui est un peu dommage, il faudrait qu'on apprenne ça plus à tous les niveaux. C'est quand quelqu'un a subi un traumatisme, ne lui demandez pas d'avoir un discours cohérent. Et le traumatisme amène l'incohérence. Donc c'est pas un signe ni de mensonge ni d'affabulation. Au contraire, c'est un signe absolu de trauma, de pas savoir, de se tromper dans les dates, d'être comme elle est. Et vous voyez, quand vous dites scarification, trouble alimentaire, tout ça, c'est indéniable. C'est-à-dire, c'est absolument ça. Elle va très mal. Maintenant, je voulais vous dire, il y a un côté juridique et puis il y a un côté psychique, puisque là, vous êtes en train de parler de somatisation et tout. Est-ce que... Et c'est dur,
Parce que c'est comme si elle avait encore triple peine, c'est qu'il faudrait qu'elle fasse une thérapie, ce qui est en plus terrible. Mais est-ce qu'elle suit une thérapie Non, mais bien sûr. Oui, bien sûr, elle est d'accord. en thérapie, elle l'était déjà avant ces événements. Après, on en est pas là, on en est à la 3e hospitalisation. Donc là, elle est rentrée dans un établissement qui sont un peu plus précis sur le trouble alimentaire. Donc ils ont traité ça, mais le trouble alimentaire, il vient pas de nulle part. Hein. Il vient de là. Il vient de là, voilà, hein, bien sûr. Évidemment. Donc voilà, je pense qu'elle est courageuse. Elle a envie de s'en sortir. Elle est jeune, donc elle va quand même au combat, hein, parce que c'est un sacré combat. Moi, je suis... Je crois qu'on a perdu, il me semble qu'on a perdu Philippe, c'est les aléas du direct. Allô ? Oui, ça y est, on vous retrouve, Philippe. Excusez-moi, j'avais pas bougé. Non, je trouve ma gamine très courageuse face à tout ça. Elle va aux soins. Donc ça, c'est impressionnant de voir ça. Je pense qu'elle est jeune, donc ça met beaucoup de chance de son côté, parce qu'elle exprime beaucoup les choses. Oui, ça, on peut être positif sur ce côté-là, surtout si elle travaille sur le problème avec quelqu'un. Moi, je vous entends très en colère, Philippe, et c'est normal, et on le comprend. Ça aussi, je crois que c'est important que vous puissiez quand même comment dirais-je, la travailler, cette colère, pour pas qu'elle vous abîme de l'intérieur. Vous savez, encore une fois, je vais pas spécialement défendre les juges ni la justice. Chacun fait ce qu'il peut, mais c'est toujours le problème des preuves qui sont et sur ce point-là, c'est compliqué. Donc malheureusement, vous n'avez pas pu avoir ce qu'il fallait sur le côté de la justice. Mais il faut que vous vous apaisiez, parce que sinon votre colère, elle va vous faire du mal. Mais elle en fait. Oui, je sais bien. Je sais bien. Brigitte. Mais je comprends. Je sais que vous comprenez, mais non, la colère, elle peut pas s'en aller comme ça. Et après, j'ai énormément de colère. Je trouve que le système judiciaire, c'est injuste. Quand on a des noms, qu'on n'essaye même pas de cuisiner les mecs. Non, ça, je suis pas du tout d'accord. Je comprends votre discours et c'est votre rôle. Mais non, c'est pas. Mais moi, je suis pas d'accord. J'ai de la colère, mais c'est de la colère qui pourrait. J'ai envie de les choper. Non, ce que je vous dis, Philippe, je comprends. J'ai envie de les choper, les mecs. Mais je comprends et je suis d'accord avec vous. Je voudrais les choper. Je dis juste que cette colère. Je dis juste que cette colère, elle vous abîme. Faites-en quelque chose. Mais moi, après, je suis un adulte. Après, juste que je voudrais mieux, qu'elle aura reconstruit sa vie. Peut-être qu'elle se lancera dans ce combat-là de faire reconnaître des vérités auprès de la justice. Moi, aujourd'hui, mon combat, il est plus aux côtés de ma gamine, même si à mon avis, je peux quand même pas grand-chose et que c'est vraiment maintenant son histoire. Je vous dis, allez au travail et c'est plutôt chouette de la voir comme ça. Je pense que le chemin sera long. J'ai entendu des discours assez positifs dans votre émission, donc je pense qu'il y a des femmes qui s'en sont sorties. C'est chouette, je pense que c'est une blessure immense. J'en veux à la justice de ce pays qui se planque derrière des trucs. Voilà, il se planque derrière le fait de ne pas avoir de preuves. Moi, vous me mettez devant un gendarme, on me cuisine, et c'est pas dit qu'à un moment je craque pas. Bien sûr. Donc la justice, ça a bon dos. C'est vrai, je suis pas du tout d'accord avec vous, Brigitte. C'est assez rare, mais là, pas du tout. Mais je comprends. La douleur d'un père, de cette gamine qui s'est fait choper par des enfoirés pareils. Brigitte, il y a la colère, vous auriez la même. Mais Philippe, je veux juste vous dire quelque chose, c'est que je parlais au début de l'émission de l'atmosphère de sécurité du côté des parents. Et que là, il me semble que quand même votre fille, là où je vais rejoindre Brigitte, c'est sur cette question de la colère. C'est qu'elle a besoin, elle, que vous soyez un socle. Et que si vous êtes trop en colère, vous êtes un très bon père, ça s'entend, vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait. Bon. Elle a besoin aussi d'une certaine sérénité de votre part, parce que sinon elle va bouillonner comme vous, et c'est elle la victime, c'est pas vous. Enfin, vous l'êtes une victime collatérale, mais la victime c'est elle. Donc pour elle, vous devriez avoir plus de sérénité. C'est juste ça que je voudrais dire. Encore une fois, c'est normal que vous soyez en colère contre la justice, mais faites quelque chose de cette colère, ne la laissez pas continuer à bouillir en vous. C'était juste ça mon message, mais évidemment que je comprends. Désolée Philippe si je vous ai blessé. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant et on va parler d'une bande dessinée très intéressante, n'est-ce pas Bruno Clavier? À tout de suite.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Bruno Clavier m'a fait un petit cadeau que j'apprécie beaucoup parce que c'est très joli. C'est une bande dessinée que a fait votre fille Amélie Clavier avec donc Anaïs Allard. Ça s'appelle Ambroise et Luna. C'est aux éditions Jungle Random. Et voilà, j'ai eu envie d'en parler parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très joli. Elle a dessiné, donc voilà, c'est un petit coup de pub, petit coup de pub, n'hésitons pas, voilà. On est là pour ça aussi. Mais c'était pas prévu, je l'avais offert à Brigitte comme ça, mais elle a dit tiens, je vais en parler. Voilà, parce que c'est joli. Ambroise et Luna, voilà. Et puis c'est une belle histoire qui en plus fait résonance, puisque je viens d'écrire quelque chose sur ce sujet. Ce sont deux femmes jumelles donc qui ont deux une histoire avec le même homme. Et qui ont une histoire avec le même homme. Donc il y a un petit peu d'amour, un peu de sexualité, certainement. J'ai pas encore eu le temps. J'ai pas encore eu le temps de la lire, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'imagine qu'il y a des émotions, qu'il y a toute une dimension. Oui, il y a un enfant, il y a tout ça, c'est compliqué quoi. C'est des histoires comme la vie, compliquées. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie. Ça s'appelle Ambroise et Luna. Ça vient de sortir. Oui, ça est sorti, puis là, elle vient d'aller au Festival d'Angoulême pendant 4-5 jours pour signer son livre. C'est bien, parce que c'est quand même le festival de la bande dessinée. Elle y était en même temps que la sortie de l'album. Et on sait que les gens lisent plus beaucoup, mais que la bande dessinée continue quand même tout doucement à garder son petit marché. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis nous accueillons Véronique Agrappa, excusez-moi, je prononce peut-être mal votre nom, Véronique. Bonjour. Bonjour Brigitte, c'est Agrappa, effectivement. Agrappa, d'accord. Alors votre livre, j'ai pris le temps cette fois-ci de le lire. Vous racontez plusieurs histoires très différentes de personnes qui ont subi des abus. Et puis il y a surtout, non, je sais pas pourquoi je dis il y a surtout. Et dans chaque histoire, vous avez ajouté des petits textes qui expliquent bien tout ce que subit l'enfant qui est abusé. Et alors vous revenez, et ça c'est important parce qu'on en a déjà parlé avec Bruno Clavier, vous revenez sur le cadre de référence familiale. Et je crois que ça c'est peut-être quelque chose d'important à dire aussi dans cette émission aujourd'hui. Oui, ça me tenait à cœur de pouvoir expliquer en fait tous les stades par lesquels passe une personne victime, ce qui l'accompagne durant toute sa vie, et aussi pourquoi effectivement, comme vous le dites, la façon dont cette personne a été éduquée, a été élevée, a une importance, et selon le cadre dans lequel il a été élevé ou elle a été élevée, ça va changer la donne sur ses limites, par exemple. Quand il y a un cadre où l'intimité n'est pas reconnue, n'est pas enseignée, l'enfant va moins se méfier, par exemple, de quelqu'un qui pourrait l'approcher. Bien sûr, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de la confiance qu'on donne à l'enfant ou pas. Voilà, oui, c'est ça. Et ce qui m'importait, c'était de montrer dans ce livre, qui est un livre d'espoir en fait, même si ça parcourt des histoires de vie difficiles forcément, mais j'avais très envie de montrer que ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, effectivement c'est vrai, on peut se reconstruire, on peut se réparer après des violences sexuelles, il faut trouver la personne qui nous convient, le thérapeute qui convient, mais c'est important qu'on puisse effectivement montrer qu'on peut se réparer, que l'espoir est vraiment là. Vous êtes vous-même sage-femme et aujourd'hui également thérapeute et sexologue, et c'est donc un livre qui parle de ce que des gens que vous avez rencontrés. Je ne l'ai jamais dit à personne, ça s'appelle, et c'est aux éditions Jouvence. Ce qui est intéressant aussi, et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, vous avez appelé chacune de vos personnes par le nom d'une étoile. Et je disais tout à l'heure qu'il y a toujours en soi une petite lumière. Et c'est cette petite lumière, c'est le sous-titre de votre livre, Retrouver la lumière lorsqu'on a été victime d'abus sexuels. Bruno Clavier, c'est important peut-être aussi de dire à tous ceux qui nous écoutent qu'on a tous quand même en nous cet élan vital, cette petite lumière
quoi qu'on ait traversé. Évidemment, parce que même ceux qui ont malheureusement subi des violences bébés, parce que ça arrive, malheureusement, c'est horrible, et il y a toujours une lumière avant. C'est-à-dire, avant le trauma, il y avait la lumière. Donc ça veut dire qu'elle a toujours été là, dès la naissance. Donc c'est l'espoir, il est là, c'est de, comme dit cette autrice, c'est de retrouver la lumière, mais la lumière qu'on avait déjà, mais qu'on a perdue après l'abus sexuel. On n'est plus en contact avec cette lumière. C'est ça, et il faut repasser par le corps, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est tout à fait ça. Il faut repasser par le corps a été impacté, les 5 sens aussi, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il peut y avoir un des sens qui est plus impacté que les autres. Cette auditrice, juste avant, qui a dit qu'elle avait un problème avec son prénom, c'est tout à fait ça, il peut y avoir le sens de l'audition qui est impacté, la vision, presque toujours le toucher. Et il faut repasser par le corps. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien adapter ma thérapie au psychocorporel, faire des exercices avec le corps, des massages pour retrouver en fait confiance dans ce corps et puis pouvoir le sublimer à nouveau en fait. D'ailleurs, vous parlez de Violaine Guérin, c'est la première qui m'a fait prendre conscience du travail à faire sur toutes les personnes qui ont subi des abus sexuels. Moi, j'ai commencé à parler de ça à la radio dans mon ancienne maison, si je puis dire. Maintenant, il y a plus de au moins 10 ans. Et on va lui rendre hommage à Violaine Guérin. J'ai fait une émission avec elle et elle fait un travail incroyable. Vraiment, mais très en bon fait, travail. Moi, Violaine Guérin m'a initiée. J'ai bien compris, oui. Voilà. On le sent. Et en fait, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai continué son chemin en fondant l'association Stop aux violences sexuelles 85, c'est-à-dire la plateforme qui est dérivée de la plateforme nationale Stop aux violences sexuelles qu'elle-même avait fondée il y a plus de 10 ans. Et moi, j'ai continué son travail sur la Vendée. En fait, je suis la présidente maintenant de cette association qui est née il y a 4 ans. Et je continue ce travail-là. Et donc, c'est le travail de Violaine Guérin que je poursuis effectivement. Je lui suis énormément reconnaissante. Et elle, je crois que vous savez comment elle a découvert ça. Elle était endocrinologue, gynécologue, et à force de voir des femmes qui avaient des problèmes à la thyroïde, des femmes qui avaient pris du poids, et à questionner. Et chaque fois derrière, il y avait des abus sexuels. Et vous en parlez, Véronique, de toutes les maladies que provoquent les abus sexuels, et c'est c'est une vraie question de santé sociale. C'est une question de santé publique. Par exemple, la thyroïde, c'est un des marqueurs. Moi, je dis, si vous avez 2-3 marqueurs, vous avez une grande suspicion d'abus sexuels, et la thyroïde est un des marqueurs. Ça, Violaine Guérin a très bien compris. Le surpoids, après, évidemment, l'anorexie, les scarifications, comme on en entend parler à chaque émission. Les gens racontent à peu près toujours la même chose. Exactement, et on sait maintenant qu'une personne qui a été victime de violences sexuelles, si elle ne parle pas, si elle n'entre pas en thérapie, mais surtout si elle ne parle pas, elle a un espoir de vie qui est amoindri, une espérance de vie qui est amoindrie par rapport aux autres, parce qu'elle va développer des séquelles corporelles. En fait, les gens pensent toujours aux séquelles mentales, dépression et autres. Il y a vraiment des séquelles corporelles, donc c'est vrai que c'est vraiment donner de l'espoir aux gens que de leur dire d'entrer en thérapie avec la personne de leur choix, avec la méthode de leur choix, mais de penser quand même au corps, parce que le corps il est vraiment important, et les 5 sens, de pouvoir se réconcilier avec le corps et les 5 sens en fait. Mais ça va leur donner beaucoup de santé en plus, et beaucoup d'espoir de vie, de libération, et vraiment de reconstruction d'une vie qui va être vraiment très chouette, très belle. Et Bruno Clavier l'a dit tout à l'heure, c'est important de laisser au passé ce qui est au passé et de repartir sur le présent. Moi, je me sers aussi beaucoup de méditation pleine conscience pour pouvoir revenir à l'instant présent, et que le passé, une fois qu'on l'a dit, une fois qu'on l'a explicité, qu'on puisse le laisser et repartir sur le présent et aller surtout vers l'avenir en fait. Oui, je voudrais aussi rajouter par rapport aux symptômes dont vous avez parlé et tout ça, les tentatives de suicide, le rapport de la CIVI, vous savez, il y a la CIVI, une commission, et il indique bien ce rapport, une personne abusée sur 3 fera une tentative de suicide. C'est quand même un chiffre important, Ça aussi, il faut y penser. C'est ça. C'est pas C'est pour ça que
pour ça que je voulais aussi dire dans ce livre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits apartés en plus de raconter l'histoire des patients qui sont que des vraies histoires dans mon livre que j'ai pas nommé évidemment pour préserver l'anonymat, mais j'ai voulu aussi expliciter tous les phénomènes qui arrivent aux personnes victimes, le phénomène de sidération, de dissociation, d'amnésie traumatique dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que souvent les gens ne sont pas bien informés et ça amène encore plus de souffrance par rapport aux personnes victimes que leurs familles, leurs amis ne les comprennent pas. Donc j'avais vraiment très à cœur de pouvoir expliciter tous ces phénomènes-là pour qu'enfin les familles et les amis des personnes victimes puissent savoir et que en finissant ce livre, les gens ne puissent plus dire je ne savais pas. J'imaginais pas. Véronique Agrapart, justement, vous avez parlé du toucher, qui est souvent très handicapé par des abus. Justement, dans cette émission, on parle beaucoup du couple, de la sexualité. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être avec un ou une, parce qu'il y a aussi des hommes malheureusement qui ont connu des abus. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Quel serait et Bruno Clavier évidemment aussi, quels seraient les signes qui pourraient laisser penser que l'autre a peut-être un vécu d'anciennes victimes? C'est vrai qu'on a un petit peu tous les signes parce qu'on va avoir des personnes qui vont se renfermer un petit peu, se mettre dans une coquille et avoir une sexualité très pauvre en plaisir, très pauvre en libido. Et puis d'autres personnes, on l'a vu tout à l'heure chez une de vos auditrices, c'est des personnes qui vont partir vers l'hypersexualité. Mais on va aussi avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, des problèmes de vaginisme où la pénétration n'est même plus possible, etc. Donc c'est vrai que ça va faire partie de la réparation. Je suis sexologue maintenant, donc combien la sexualité est un sujet de santé sexuelle, mais il va falloir réparer d'abord le corps, il va falloir déjà réparer la confiance en soi, l'estime de soi, donc c'est long et ça vient un petit peu aux 3/4 de la thérapie, un petit peu, il faut d'abord faire tout le reste avant, quoi. Bien sûr. Vous parlez même d'endométriose, à un moment donné, j'ai lu dans votre livre. Oui, et encore une fois, c'est pas parce qu'on a du vaginisme ou parce qu'on a des douleurs qu'on a subi des abus. Il faut plusieurs marqueurs. Exactement, ça c'est toujours important de le rappeler. Et puis il faut pas oublier pour toutes ces personnes victimes qui ne peuvent plus pendant un temps avoir une sexualité pénétrante, que toutes les autres sexualités sont possibles, notamment les sexualités par toucher, les sexualités orales, et ça donne beaucoup de liberté au niveau de la sexualité, même s'il y a Mais pas. en attendant, il faut évidemment pas forcer, il faut laisser le temps au temps. Merci beaucoup Véronique Agrapart. Ça s'appelle Je ne l'ai jamais dit à personne. C'est aux éditions Jouvence avec un joli sous-titre Retrouver la lumière lorsqu'on a été victime d'abus sexuels. On fait une petite pause et on va conclure avec William qui va nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Mais non, mais si, mais arrête. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous, psychanalyste, psychologue clinicien, auteur de L'inceste ne fait pas de bruit, des violences sexuelles et des moyens d'en guérir. C'est aux éditions Payot. Merci, comme toujours, Bruno Clavier, d'être avec nous sur ces sujets difficiles, parce que on n'est pas trop de deux pour écouter et essayer d'aider et avancer dans cette cause qui devrait être une cause nationale. William, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour à tous. Donc vous appelez au sujet de votre fille, Oui, tout à fait. J'ai ma fille qui a subi des attouchements il y a maintenant 3 semaines pendant les vacances scolaires par son cousin qui a 1 an de plus que lui. En fait, elle a passé quelques jours, pour vous expliquer vaguement, elle a passé quelques jours chez ma sœur. Il y avait son cousin qui a 1 an de plus qu'elle, il attendait qu'elle dorme et en fait pendant son sommeil il l'a touchée, il a essayé de lui enlever son pantalon et voilà. Il n'y a pas eu de pénétration. Elle a quel âge? Excusez-moi, elle a quel âge? Ma fille a 13 ans. 13 ans. Voilà, le petit son cousin a 14 ans. D'accord. Et donc ça l'a réveillée, j'imagine? Alors voilà, en fait ça s'est fait sur 2 soirs. Donc le premier soir, en fait, elle s'est réveillée avec sa main sur la hanche. Elle pensait qu'il dormait.
Et donc elle s'est déplacée, et puis en fait elle s'est aperçue qu'en fait il descendait sa main sur ses fesses, sur ses seins, etc. Donc elle s'est mise à bouger. Au bout de 2-3 fois, il a fini par arrêter. Le lendemain, en fait, elle a été tétanisée, ce qu'elle explique. Le lendemain, en fait, elle a fait comme si rien n'était, parce qu'en fait, elle s'est dit, est-ce que je rêvais, est-ce que c'est vrai ou pas? Et puis, en fait, le soir, le lendemain, rebelote, quoi, ça s'est repassé. Bien et, sûr. là, pareil, même protocole. Parce que déjà, si je comprends bien, ils n'étaient pas dans la même chambre, si. Ah. Alors si, ils dormaient dans la même chambre et même dans le même lit. Ah mince. Il y avait la petite cousine, donc la sœur de ce garçon qui était à côté, et ils dormaient ensemble. Mais c'est des cousins, ils s'aiment. Enfin bon, ma fille l'adore, l'adorait du moins, et voilà, c'est passé comme ça. Oui, mais faire dormir des ados de 13 et 14 ans ensemble, c'est pas forcément une bonne idée. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Vous pouviez pas deviner. On va pas commencer à. J'imagine qu'elle vous l'a dit pour que vous puissiez le savoir tout de suite. Eh ben non. Et c'est ce qui m'a frustré en premier, parce que je parle beaucoup mais elle s'est confiée visiblement. Voilà, tout à fait. Elle s'est confiée à une amie. Et son amie lui a dit, enfin le lendemain elle s'est confiée, et son amie lui a dit, mais il faut que t'en parles, tu peux pas garder ça pour toi, il faut que t'en parles, si tu veux pas en parler à tes parents. Alors William, si elle s'est confiée à une amie, c'est parce que vous êtes des parents qui lui ont donné confiance. Et elle a pu tout de suite en parler à quelqu'un. Alors qu'elle en parle à son ami, c'est normal. C'est difficile de parler de ça à ses parents tout de suite. Bien sûr. Donc surtout ne culpabilisez pas. Vous avez été des bons parents. Elle a eu suffisamment confiance pour en parler tout de suite à quelqu'un. Excusez-moi, vous avez fait quelque chose au niveau juridique ? Oui, tout à fait. Donc en fait, à l'issue de son signalement, parce qu'elle a fait un signalement en fait au proviseur de son collège, et ils en ont informé le procureur parce que ça fait partie de l'obligation. De l'obligation. Et du coup, donc à l'issue de ce signalement, j'ai porté plainte en gendarmerie. Ma fille a été auditionnée, filmée, enregistrée pendant plus de 3 heures. Ensuite, on a eu toute une batterie de tests gynécologiques, psychologiques, et là, ça suit son cours. J'ai ma sœur qui va être convoquée à l'issue du rapport du psychiatre, du psychologue, pardon. Et là, on est dans l'attente, mais ce qui me chagrine, parce que c'est vrai, quand j'écoute votre émission, je me suis dit, pour l'instant, l'état psychologique de ma fille va très bien. Elle n'est pas perturbée, elle en parle librement. Elle a pas l'air perturbée pour un sou, mais j'ai peur que dans l'avenir ça ressorte et que ça la perturbe pour sa vie future. On a l'air, excusez-moi, on a l'air d'accord. On a l'air d'accord là, avec Brigitte. Je crois que vous faites pas trop de soucis parce que vous avez tout fait comme il faut. Et puis surtout, c'est passé au niveau de la justice. Tout est clair, tout est reconnu. Je pense que vous pouvez lui faire confiance. Maintenant, elle peut peut-être faire quelques petites séances. Vous savez, justement, des séances un peu pour déprogrammer le traumatisme. Vous savez, le traumatisme, c'est aussi les examens gynéco. On oublie ça, mais elle est un peu jeune. De raconter. Oui, d'être auditionnée 3 heures. Et puis, vous savez, les examens gynéco, comme ça, après des trucs comme ça, c'est des nouveaux traumatismes parce qu'elle est jeune, quoi. Complètement. Surtout qu'elle voulait surtout pas y aller. Bah oui. Là, j'ai passé avec elle 3 heures chez le psy. Elle m'a dit, papa, ça sert à rien. Je vais très bien. Donc, on va dire dans mon malheur, enfin dans son malheur, parce que c'est le sien avant le mien, je suis rassuré que ma fille va bien. Maintenant, je me dis, est-ce que dans l'avenir, elle peut pas avoir quelque chose, ça peut pas ressurgir, elle peut avoir des occasions. Je préconiserais un petit traitement, un petit suivi, pas très long. Je sais pas, c'est au thérapeute de voir. Pour parler ça, peut-être même avec quelqu'un qui peut traiter le traumatisme, là, comme le MDR, on parlait de l'EMDR tout à l'heure, juste pour un peu enlever les effets de ça, mais pas plus, quoi. Il n'y a pas besoin de faire une immense thérapie. Et surtout, ne projetez pas vos peurs sur votre fille, donc soyez confiants. Nous, on peut, indirectement. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Je l'ai vu. Mais vous avez. Si elle veut se livrer, elle se livre. Je suis à l'écoute et je veux pas lui faire son procès ou essayer de lui tirer les verres du nez. Je veux pas. Non, mais vous l'avez accompagné. Vous l'avez accompagné les moments où il fallait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je pense que c'est pas. Enfin, je pense qu'il faut vraiment que vous soyez serein par rapport à ça. Par contre, ce que je vous conseillerais aussi, c'est peut-être une thérapie familiale
et aussi que ce garçon, parce que ce garçon, il a besoin d'une thérapie aussi, lui. Il a besoin de la loi, mais il a besoin d'une thérapie, et peut-être même si vous pouvez trouver une thérapie familiale, et que dans cette thérapie, tous les protagonistes puissent se retrouver ensemble et parler, et puisque vous et votre sœur, ça va être compliqué, tout va être compliqué là. Ça commence déjà à l'être. Eh ben oui, mais au lieu de transformer ça en psychodrame et où il y ait de la haine et tout ça, il faut pouvoir parler tous ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas forcément de. Si, j'ai la haine. J'entendais le papa tout à l'heure qui parlait, qui est quand même beaucoup plus grave. Je comprends sa haine. Vraiment, je la comprends complètement. Mais maintenant, c'est très compliqué de renouer des liens quand il s'est passé ça. On va essayer peut-être une thérapie familiale. Oui, mais essayez aussi une thérapie familiale, que vous puissiez parler avec votre sœur de tout ça, et puis de se dire qu'est-ce qu'on a fabriqué. Ouais, j'en ai parlé, j'aurais pas oui, et puis mais ça peut aussi être intéressant de comprendre ce qui s'est passé dans la tête ou chez ce garçon. Est-ce que c'est juste une pulsion? Est-ce que c'est quelque chose qui parle de lui aussi? Enfin, vous voyez, encore une fois, il a pas. Alors, je sais que je vais peut-être encore me mettre un auditeur ado, William, mais il l'a touché en profitant de son sommeil. C'est de l'abus, on est d'accord, mais en même temps, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, vous voyez. Non, mais donc, qu'est-ce que ça complètement. Il faut voir aussi ce que ça dit de lui. Ça peut être intéressant aussi. Bien sûr. Et c'est ce que je voulais surtout pas, c'était tout dramatiser, que le gamin se foute en l'air voilà, je veux surtout pas ça. S'il a un problème, je veux que le gamin se fasse suivre, se fasse soigner, et je le répète, dans mon malheur, ma gamine va bien, donc moi maintenant c'est la santé aussi de ce gamin que voilà, que je veux pas mettre en porte-à-faux, mais en même temps je peux pas laisser ça comme ça, quoi. Non, bien sûr, mais il faut quand même rappeler quelque chose qu'on a tendance à oublier, parce qu'on a tendance à être trop dans cette idée que le consentement c'est quelque chose de très clair, de très binaire. Il faut quand même pas oublier que énormément d'enfants vont jouer au docteur, etc. Peut-être que lui, dans sa tête, il a juste c'est pas un touche-pipi entre cousins, qu'on se remette bien les choses. Je suis bien d'accord. Voilà. Je suis pas en train d'excuser ce gamin. Je dis juste que dans sa tête, c'était peut-être une sorte d'exploration sans prendre conscience de ce qu'il était en train de faire. C'est juste ça que je veux dire. Ouais. Et si c'est ça, c'est bien de lui remettre les pendules à l'heure, à ce garçon. Ça évitera qu'à 18 ans, il aille un peu plus loin avec sa nouvelle copine. Et puis peut-être dans la famille de prendre des mesures justement pour que on remette plus les gens ensemble dans le même lit, quoi. Oui. La famille doit se questionner là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fabriqué? C'est pour ça que je pensais à ça. Ouais, non, mais je suis bien d'accord avec vous. Oui, parce que faut quand même aussi savoir qu'un gamin de 14 ans, c'est plus un gamin. Il est bourré de testostérone qui commence à l'enflammer, et que ils sont baignés avec les téléphones, ils sont baignés avec le porno, avec tout ça, et du coup, je pense qu'ils ne savent même plus ce que c'est, ce qui est bien, ce qui est pas bien, est-ce que ça c'est normal, est-ce que, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que les gosses, ils sont un peu paumés. D'où de la parole, et d'où à nous adultes de rappeler chacun a la responsabilité de ses gestes, et que notre corps nous appartient, et qu'on n'a pas à subir quoi que ce soit de la part de l'autre, surtout sous prétexte qu'on est en train de dormir, évidemment. Mais bon, je pense que vous avez tout à fait compris, et sincèrement, rassurez-vous. Je crois que vous avez eu raison d'appeler, comme ça vous pourrez repartir un peu plus rassuré. Merci beaucoup, William. Merci à tous et à toutes. Merci pour ces témoignages qui nous font avancer ensemble dans cette prise de conscience de à quel point il faut respecter le corps des enfants. Voilà. Merci Bruno Clavier. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de ce livre. Ils ne savent pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles. C'est aux éditions Payot. Un livre qui permet de comprendre aussi pourquoi on n'avance pas très vite sur ces questions qui sont pourtant fondamentales. Eh ben oui, il y a beaucoup à faire encore. Oh oui, et vous serez le bienvenu, évidemment. Avec plaisir. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan, et on sera avec Lucie Vincent, et on va aider notre corps à danser, parce que danser, ça nous permet aussi d'aller mieux dans son corps. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.